Bonjour à tous, bienvenue sur L10 et dans ce nouveau podcast sur l'actualité sportive. Et on va donc parler de tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Il s'est passé énormément de choses, plein de choses au programme. Mais là, c'est surtout du handball qu'on va parler en premier parce que la France est championne du monde, l'équipe féminine, qui nous a montré un visage vraiment magnifique sur toute la compétition et surtout en finale où elles ont mené de bout en bout ce match contre la Norvège. Et on voit à travers cela tout le travail d'Olivier Crumbles depuis de nombreuses années et tout le travail qu'elles ont effectué pour cette compétition. Au départ de la compétition, Olivier Crumbles ne disait pas que c'était l'objectif premier, la victoire. Il disait que c'était surtout un échauffement et une préparation pour les Jeux Olympiques. Et bien ça a très bien fonctionné puisque l'équipe de France, que ce soit d'un point de vue collectif ou individuel, a été d'un très grand niveau. Le début du match a été plutôt brouillon avec les deux équipes en fait qui axaient surtout sur l'attaque. La défense était beaucoup plus mise de côté, ça allait très très vite des deux côtés. Et ensuite la France s'est installée peu à peu dans le match et à chaque fois réussissait à avoir un grand avantage par rapport à la Norvège avec 2, 3, 4 buts d'avance. Mais à chaque fois qu'on sentait que la France pouvait plier le match définitivement, les Norvégiennes revenaient à 1, 2 buts d'écart et donc on en attendait un petit peu plus. Et en seconde période, c'est la toute jeune joueuse Léna Granvaux qui s'est illustrée et qui a permis à la France de garder cet écart, de garder cette folie finalement, cette fougue. Elle a montré un très bon handball, très vif et percutant finalement. Et c'est cette équipe de France percutante qu'on a eue en seconde période et qui a permis de garder un avantage de 4 buts pour finalement gagner 31-28 face à leur meilleur ennemi, la Norvège, et pour gagner ce 3e titre mondial. Après 2003-2017, c'est maintenant 2023 que la France finit avec l'or autour du cou. Une très très grande performance, de très bon augure pour les prochains Jeux Olympiques. On sait que la France est tenante du titre en handball féminin et on n'en doute pas que la France aura le niveau pour les JO. Olivier Crumbles, toujours en symbiose avec ses joueuses, elle montre tout un super visage et elle montre toutes qu'elle joue vraiment en équipe. Quand une joueuse n'est pas au niveau, il y en a une autre qui la remplace. Léna Granvaux, par exemple, ne jouait même pas à son niveau de prédilection. Normalement, elle est demi-centre. Là, elle a joué arrière. Donc, on voit aussi que les joueuses peuvent se remplacer et peuvent tout donner l'une pour l'autre. Et c'est vraiment cette équipe, c'est vraiment la définition même du collectif et du travail. Mais on sait aussi qu'elles sont très copines dans la vie. Donc on voit vraiment que Olivier Crumbles a réussi à créer toute une ambiance, que ce soit une ambiance de travail ou une ambiance de groupe. Et c'est aussi ça qui fait les grandes équipes. Et en tout cas, on félicite cette équipe qui a été au niveau de bout en bout. Et on espère que pour les Jeux Olympiques, ça sera exactement la même chose. Une équipe de qualité et qui domine toutes les équipes contre qui elle joue. Après le handball, on peut passer au ski alpin avec de nombreuses courses qui se sont passées. Cette fois, on a eu des descentes, on a eu des super G. On peut commencer par ça d'ailleurs avec le Super G qui a eu lieu vendredi. On a eu une très bonne performance du français Cyprien Sarrazin. C'est une de ses meilleures performances en carrière parce qu'il a fini 4e du Super G qui était gagné par Dominique Paris. Et ensuite le samedi, il a fait la descente où il a aussi fini 4e. Donc on peut dire aussi que c'est la première fois qu'on le voit aussi régulier et ça c'est très positif pour lui. Il finit non seulement 4e mais à 5 centièmes derrière le 3e. Donc on espère que ensuite ça sera des podiums et pourquoi pas des victoires pour Cyprien Sarrazin. Alors Alexis Pinturo, que l'on attendait tant au tournant au niveau des descentes, n'a pas participé à celle-ci. Il a voulu plutôt participer au Super G, lors duquel il a fini 5e. Donc c'est pas mal pour Alexis Pinturo, mais on attend un podium, on attend pourquoi pas des victoires. En tout cas, comme il a dit, le géant ce n'est pas sa priorité cette saison et qu'il finisse 5e lors de ses courses, c'est vraiment positif. Mais maintenant on l'attend lors des Super G, lors des descentes. Et normalement, à ses prochaines courses, il sera présent. Pour les filles, toujours cette domination de Federica Brignone, avec la victoire lors du Super G, dominée par les Italiennes d'ailleurs, parce qu'une Italienne a fini 3e. Elle a aussi gagné avec l'abandon de nombreuses skieuses comme Michaela Schifrin. Et en parlant de domination, on peut parler de la domination, bien sûr, de Marco Odermatt, qui continue sa série de victoires en slalom géant avec sa 6e victoire d'affilée. Il a doublé Marcel Hirscher, qui était à 5. Mais bon, ça va être compliqué de doubler le tenant du titre. Enfin, ce n'est pas un titre, mais le tenant du record, qui est Ingemar Stenmark, le Suédois, qui entre 78 et 80 a gagné 14 slalom géants d'affilée. Donc là, il va falloir encore en gagner 8 pour pouvoir, et même 9 pour pouvoir le doubler ce record. Mais en tout cas, Marco Odermatt toujours aussi dominant dans les slalom géants et pourquoi pas aller chercher le gros globe de cristal. En parlant de gros globe de cristal, on peut passer au biathlon avec Justine Brezas-Boucher qui a gagné les 3 courses du week-end. 3 courses, 3 victoires. C'est vraiment incroyable comme performance. Elle s'est affirmée comme la nouvelle patronne de cette équipe de France. Et elle s'est affirmée peut-être même comme la nouvelle patronne du biathlon féminin. Et on s'y attendait pas forcément. On savait que c'était une très grande biathlète. Elle a gagné déjà de nombreux titres, de nombreuses mass start.
comme lors des derniers Jeux Olympiques, mais de la voir aussi régulière, surtout régulière au tir, où elle n'a pratiquement pas fauté ce week-end, et sur les skis avec une grande vitesse. Si elle continue comme ça, elle pourra clairement aller chercher le gros globe de cristal ou alors des petits globes de spécialité. Et donc c'est vraiment positif pour l'équipe de France féminine qui, pour moi, est pour la première fois aussi complète avec Lou Jean Monod, Julia Simon, Justine Brezaz. Donc c'est vraiment de bon augure pour cette équipe et ça fait vraiment plaisir de voir aussi ce niveau parce que en biathlon féminin, il y a quand même Ingrid Tendrevold, Heuberg, Vitozzi, Preuss. Donc voilà, au classement de la Coupe du Monde, pour l'instant, Justine Brezaz est donc première. Julia Simon 6e, Lou Jean Monod 10e. Donc on a 3 Françaises dans le top 10 et ça annonce vraiment des choses très positives. Chez les hommes, c'est le plus compliqué. Voilà, la mass start. Fabien Claude a fini 11e, Émilien Jacquelin 13e. Mais pour Émilien Jacquelin, qu'on a dit qu'il revenait petit à petit, il y a vraiment de la progression pour lui. Donc on espère qu'au fil de la saison, il va pouvoir aller nous chercher des top 10 et des podiums. Mais c'est vrai qu'après, voilà, Quentin Fillon-Maillet finit 17e. Éric Perrault 23e, mais bon, lui, il est encore très jeune. Et au classement de la Coupe du Monde, le premier, c'est Fillon-Maillet avec une 14e place. Et ensuite, ça se joue dans les places du top 20, du top 30. Donc c'est ça qui est très compliqué chez les hommes, c'est qu'on avait une équipe l'année dernière et même l'année d'avant qui était très compétitive, qui jouait les victoires, qui jouait les podiums. Et cette saison, ça a disparu, donc on espère que ça va s'améliorer de leur côté. Outre le ski et le handball, on a eu du foot avec de nombreux matchs bien sûr de championnat. Sur le championnat de Ligue 1, on peut dire que les taux se sont resserrés avec le PSG qui a fait match nul à Lille, Marseille qui revient petit à petit prendre la 6e place. On peut parler de Brest qui va peut-être jouer l'Europe, en tout cas s'ils continuent sur ce rythme, ils peuvent rêver d'Europe. Et ça fait plaisir aussi de voir une nouvelle équipe qui peut jouer ces places-là. Et puis c'est une équipe qui est très sérieuse, qui travaille très bien, comme Lille d'ailleurs qui a donc tenu en échec le PSG. Par contre, on peut parler aussi de Lorient qui chute petit à petit. En fait, on s'en rend pas compte, mais ils gagnent un match sur 5, mais par contre, ils perdent, ils font beaucoup de matchs nuls, et ils sont en train petit à petit de descendre vers les places de relégation, dont Lyon est en train peut-être de ressortir avec une victoire la semaine dernière, qui a gagné contre Monaco 1-0, ça c'était la grande surprise de vendredi. Donc peut-être qu'ils ont passé un cap aussi avec leur deuxième victoire d'affilée. Ça va être intéressant de voir ça pour toutes ces équipes de Ligue 1. La Ligue 1, c'est toujours intéressant. En Angleterre, en Allemagne, rien n'a vraiment bougé. Et en Espagne non plus. Mais il y a eu les tirages au sort. Les tirages au sort de Ligue des Champions, d'Europa League, de Conference League. Donc on peut regarder ça rapidement. Le PSG, comme vous le savez, a tiré la Real Sociedad. Bon, là, sans surprise, je pense, le PSG va tranquillement s'en sortir. La Real Sociedad, c'est une équipe qui est sérieuse, qui joue bien. Mais ce n'est pas une équipe de la grandeur du PSG, en tout cas en Ligue des Champions. C'est pas une équipe qui va aller les embêter plus que ça, mais il va falloir être sérieux comme toujours. On sait que le PSG a souvent du mal lors de ces événements-là, lors de cette période-là, donc il va falloir être sérieux, mais normalement ça devrait passer. En Ligue des Champions, il y a eu d'autres matchs qui vont être intéressants. Inter de Milan, Atlético Madrid, ça va être une énorme confrontation entre deux équipes très défensives, mais en même temps qui ont deux coachs qui misent énormément sur l'engagement physique, donc ça va être une confrontation très intéressante. Il va y avoir Napoli-Barcelone. Pour moi, sans surprise, le FC Barcelone devrait s'en sortir parce que Napoli, cette saison, c'est pas le Napoli de l'année dernière. C'est une équipe qui a quand même beaucoup de mal collectivement, on va dire. FC Porto-Arsenal, ça sera plutôt pas mal à regarder, ça sera intéressant. Il y a aussi PSV Eindhoven contre le Borussia Dortmund. Lazio Bayern Munich, le Bayern Munich devrait s'en sortir tranquillement. Et Copenhague Manchester City, où Manchester City devrait passer sans souci. Il y a aussi eu les tirages en Europa League avec les équipes françaises. Bon, ça va être très compliqué pour deux équipes françaises et un peu plus jouable pour deux autres équipes françaises. Premièrement, il y a eu AC Milan-Rennes. Bon là, on souhaite bonne chance aux Rennais parce que ça va être très compliqué pour eux. L'AC Milan, dernier demi-finaliste de Ligue des Champions. On a eu Toulouse qui va jouer face à Benfica. Mais si on regarde les performances de Toulouse en Europe, pourquoi pas aller titiller Benfica? Pourquoi pas faire quelque chose? Parce que au vu de leur match contre Liverpool ou d'autres matchs, ils ont plutôt fait bonne figure. Mais si on regarde leur match en Ligue 1, on pense que Benfica va tranquillement les avoir. Donc c'est pour ça, il faudra regarder dans quelle forme est Toulouse lors de ces matchs-là, mais pourquoi pas. Ensuite, on a Lens-Fribourg, où ça va être un match très très serré, je pense, de confrontation avec un grand suspense, parce que Lens, bien sûr, on connaît cette équipe, une équipe très sérieuse, très offensive, très intéressante, et puis à domicile, c'est jamais facile de gagner ou de faire un match nul à Lens, mais Fribourg, c'est aussi une équipe très intéressante, qui joue son jeu, et qui, en Allemagne, même si le classement pour l'instant ne le montre pas trop, depuis plusieurs années,
C'est une équipe qui fait face aux grandes équipes et qui leur pose beaucoup de soucis. Donc ça va être une très belle confrontation. Et ensuite, on a Shakhtar Donetsk-Marseille, où ça devrait le faire pour Marseille, je pense. Le Shakhtar, c'est pas le Shakhtar d'il y a quelques années, mais bon, ils viennent quand même du groupe de Ligue des Champions, donc il va falloir faire attention aussi à ça et rester sérieux. On a aussi d'autres affiches en Europa League, comme Feyenoord-Roma, qui pourraient être pas mal. On a aussi Karabakh-Braga, Young Boys Sporting et Galatasaray Prague. En tout cas, voilà, en Europa League, c'est pour les 16e, c'est pour les barrages d'Europa League, parce que maintenant, il y a un 16e de finale pour les deuxièmes de groupe et les repêchés en Ligue des Champions. Il y a aussi eu le tirage au sort de la Conference League. Bon là, c'est des équipes qui sont un peu moins connues, mais on va quand même peut-être en parler. Avec des équipes comme le Betis Séville qui va affronter le Dynamo Zagreb. Bon, normalement, pour le Betis Séville, ça devrait passer aussi. On a Sturm Graz contre le Slovan Bratislava. Le Sturm Graz qui est la grande surprise de cette Conference League parce que c'est pas une équipe qu'on attendait à ce niveau-là. Et le Slovan Bratislava plutôt habitué à ces compétitions-là, donc ça va être intéressant. On a Molde contre Varsava. Bon, Molde aussi habitué de ces matchs européens. On a un match qui va être intéressant, c'est Union Saint-Gilloise à Eintracht Francfort. Ça, je pense que c'est la grosse affiche de ces 16e de finale de Conference League, avec une équipe qui vient de battre Liverpool et un Eintracht Francfort qui est très puissant, on va dire, en tout cas par rapport aux autres équipes qui sont sur les affiches. On a aussi le Maccabi Haïfa contre la Gantoise, deux équipes qu'on a déjà vues en Ligue des Champions ces dernières années. L'Ajax qui va jouer contre Bodo Glimt. Bon, l'Ajax, ça devrait passer. Qui était dans le groupe de Marseille d'ailleurs et qui ont fini troisième pour être repêchés en Ligue Europa Conférence. On a aussi Ferencváros contre l'Olympiakos. Ferencváros qui va jouer contre un des grands noms de cette Conférence League, l'Olympiakos, qui il y a 3 ans était en Ligue des Champions en 8e. Un match très intéressant entre une équipe l'Olympiakos qui va devoir être sérieuse face à un Ferencváros qui a déjà fait des surprises, notamment l'année dernière en Ligue Europa, où ils ont fini de premier de leur groupe, alors qu'ils avaient Monaco par exemple dans leur groupe. Donc tout ça va être intéressant au niveau des compétitions européennes. On adore les matchs de février, de mars, parce que c'est des moments très palpitants. Je voulais vous parler très rapidement de NBA, avec ce week-end la première victoire des Spurs depuis très très longtemps, et donc la première victoire de l'équipe de Victor Wembanyama. C'était contre les Lakers. Il y a eu 2 matchs entre les deux équipes en quelques jours. Le premier a été gagné par les Lakers, et ensuite les Spurs ont réussi à gagner et à aller chercher enfin une victoire. Mais bon, ensuite ils ont continué leur série de défaites. En tout cas, ça permet peut-être un peu de prendre de la confiance pour ces joueurs-là parce que c'est une équipe qui est encore très très jeune. Si on veut faire un point sur les classements, dans la conférence Est, les Celtics sont premiers avec les Bucks et les Sixers. Donc ça fait un petit matelas pour ces 3 équipes qui sont suivies des Magic et des New York Knicks. En conférence Ouest, premier, c'est toujours un peu les mêmes avec les Timberwolves, les Thunder et les Nuggets. Eux aussi qui commencent à creuser sur les équipes du fond, comme les Spurs qui n'ont seulement que 4 victoires depuis le début, ou encore Portland avec le départ de Damian Lillard qui fait très mal pour eux. Je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, on peut rappeler ces 3 grandes victoires de Justin Brezas qui sont une surprise, qui sont la surprise de la semaine quand même. On peut bien sûr appeler ça une confirmation avec les Bleus qui sont championnes du monde de handball. Moi, ça ne m'étonne même plus parce que c'est un travail colossal qui est derrière tout ça, de tout le staff et de toutes les joueuses. Et ça fait vraiment plaisir de voir que tout ce travail-là est récompensé. Et ça nous motive énormément. Et on a hâte de voir cette équipe aux Jeux Olympiques pour un 2e sacre olympique de suite. Ça serait vraiment fantastique. Et au niveau des tirages, on se donne rendez-vous en février et en mars pour des matchs de foot qui seront palpitants. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain podcast d'actualité. D'ici là, il se passera sûrement beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, en janvier, il y aura le retour du tennis avec l'Open d'Australie. Il y aura l'Euro de handball masculin. Il y aura bien sûr toujours les championnats de football, les championnats de handball, les championnats de basket. Le ski va continuer avec les championnats du monde qui vont bientôt commencer, que ce soit en biathlon ou en ski alpin, donc il y aura plein de choses. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire ce podcast. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à donner vos avis sur Instagram, @eladonis.podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Essayez d'aller vers les 10, 20, 30 abonnés d'ici la fin de l'année, ça serait plutôt sympa. Et puis vous abonner à la chaîne Spotify et pas hésiter à mettre une note avec les étoiles parce que ça aide pour le référencement. En tout cas, c'était un plaisir. Merci à tous. C'était Elanodis.